chacun sent, je pense, que c'est un enjeu pour préserver sa compétitivité sur le marché de l'emploi. De ne pas laisser passer le train de l'IA de savoir comment s'augmenter grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la responsabilité des entreprises de donner à chacun un cadre clair pour expérimenter et monter en compétences progressivement. Et ça répond à un besoin très fort de la part des collaborateurs et je pense que c'est un enjeu de rétention des talents. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Julie Ranty, CEO de Pollen. Bonjour Julie. Bonjour Clément. Alors Julie, tu vas nous parler de Pollen dans cet épisode hors-série. Pour ceux qui ne connaissent pas encore les hors-séries, on va à la découverte des pépites de la EdTech et notamment de la formation professionnelle. Et toi, tu décris Pollen comme une entreprise qui réinvente la formation professionnelle. Tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Et tu es aussi l'ancienne directrice générale de Vivatech, un salon que tout le monde connaît, je pense, qui est le plus grand salon de la tech, je crois, maintenant en Europe, presque dans le monde, qui a lieu chaque mois de juin, il me semble, porte de Versailles à Paris. Alors aujourd'hui, tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale, ça fait 2 ans maintenant, donc dis-nous tout sur Pollen et puis toi, ton parcours peut-être. Avec plaisir, merci beaucoup Clément. J'ai lancé Pollen effectivement il y a 2 ans avec mon associé Olivier Xu, avec l'ambition de permettre à toutes et tous d'apprendre directement de professionnels en poste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la durée de vie des compétences est très courte, 6 à 24 mois, en particulier quand on est sur les compétences liées au numérique et à la tech. Et donc, cette durée de vie très courte des compétences fait qu'on a besoin d'apprendre directement du terrain. On a besoin d'apprendre là où les métiers se transforment, là où les métiers s'inventent, là où il y a des nouvelles méthodologies qui sont expérimentées chaque jour. Donc nous, ce qu'on fait chez Pollen, c'est qu'on met sur le marché de la formation des formateurs qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent. On change totalement qui sont les formateurs. Ce sont des professionnels en poste dans les entreprises les plus innovantes du marché qui vont partager leurs méthodologies, leurs best practices, mais aussi leurs erreurs, parce qu'on apprend aussi beaucoup des erreurs des uns des autres. Et on applique notre méthode pédagogique, RAISE, qu'on a développée avec des ingénieurs en pédagogie, pour prendre de très bons experts, les transformer en très bons formateurs en parallèle de leur activité professionnelle et de développer des programmes de formation, souvent sur mesure, pour les entreprises, des grands groupes généralement. Sur plusieurs académies. Sur plusieurs académies. Une académie IA qui est notre académie principale. On a aussi beaucoup de programmes autour du management et du leadership, mais aussi autour des sales et marketing. Et alors, comment tu les trouves et tu les motives, ces formateurs ? Comment je les trouve ? C'est nouveaux formateurs, exactement. On a un rôle presque de cabinet de chasseurs de tête. En fait, on va s'appuyer sur beaucoup de recommandations du marché. Donc, on va chercher autour de nous en IA, en leadership, en marketing, qui sont les meilleurs professionnels dont on va nous parler. Grâce à Vivatech, mes 7 ans passés à Vivatech, j'ai eu la chance de démarrer avec une bonne connaissance de l'écosystème tech, un réseau solide pour prendre des recommandations. Et là, donc, on va nous faire des recommandations de qui sont les meilleurs professionnels du sujet. Et derrière, charge à nous de les convaincre. Et comment on les convainc ? En leur permettant d'acquérir des nouvelles compétences en devenant formateur Pollen. Parce qu'en fait, devenir formateur Pollen, c'est apprendre à transmettre. Et ça, c'est une compétence qui est clé dans le monde qui vient. Parce que le manager, de plus en plus, va devoir en permanence s'assurer que ses équipes s'adaptent aux évolutions technologiques, aux nouvelles manières de procéder, et donc va devoir apprendre à transmettre. Donc ça, c'est le premier levier. Deuxième, c'est souvent, ils ont envie de donner du temps, de give back, de partager. Troisième, c'est ils rejoignent un réseau Pollen, puisqu'on a aujourd'hui plus de 500 experts qui sont intervenants chez nous, qui partagent beaucoup entre eux. On organise aussi régulièrement des master sessions avec des intervenants comme Maurice Lévy, Nathalie Bala, celle qui a repris puis revendu La Redoute, Alex Daillon qui était le numéro 2 de Salesforce, Clara Chapaz, la ministre, ou Luc Julia pour le dernier. Donc on donne aussi accès à des interventions de qualité au travers d'un club. Et enfin, dernière raison, ils sont rémunérés pour faire cela en parallèle de leur activité professionnelle. Donc, alors, voilà comment on les on a beaucoup de responsables formation d'entreprise qui nous écoutent, aussi beaucoup de formateurs. Si je suis formateur et que je veux rejoindre Pollen, c'est possible, ou il y a un système de recommandation, de validation entre pairs ? On a une scorecard qui est assez poussée, Okay. mais donc si
ceux qui nous écoutent ont au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans leur domaine, ont été dans des entreprises qui sont particulièrement en pointe sur leur domaine d'expertise et après passent les fourches codines de notre équipe recrutement et peuvent se targuer aussi effectivement de solides recommandations professionnelles de managers, de pairs. Dans ce cas-là, avec plaisir. Ok, et c'est la façon dont vous sélectionnez ces formateurs qui fait votre différence aujourd'hui? C'est quoi vraiment le différenciateur de Pollen? Il y a plein de choses dans le monde de la formation et j'imagine que pour se différencier, il faut avoir des particularités. C'est Ouais, quoi aujourd'hui qui fait la différence et qui fait le, que nous travaillons avec toi? le premier, c'est le casting des formateurs. On a les meilleurs formateurs du marché. Donc ça, je pense que c'est un point très clair et très fort et c'est pourquoi les intervenants viennent chez nous et pourquoi les clients décident de se faire accompagner par Pollen. Le deuxième, c'est la force donnée, la force du live. Et on a une expérience de formation. C'est aussi, je pense, mon passé d'événementiel avec Vivatech qui fait que on soigne vraiment l'expérience de bout en bout de nos formations parce que notre ambition, c'est de redonner envie aux apprenants de se former. Que enfin tous les programmes de formation qui soient montés soient hyper excitants pour les apprenants parce qu'ils vont passer une journée avec tous les intervenants qu'ils ont vus dans des grandes conférences, qu'ils ont écouté en podcast et avec qui ils vont pouvoir avoir un échange concret sur le terrain de concrètement comment on fait, au-delà des 20 minutes d'inspiration auxquelles ils avaient pu assister jusqu'à présent. Et c'est quoi les formations les plus demandées sur Pollen? Beaucoup sur l'IA. On a beaucoup de sessions autour de construire des produits avec l'IA, comment est-ce qu'on intègre des produits, comment est-ce qu'on intègre de l'IA dans nos produits, dans nos services. Sur le prompting aussi, mais appliqué par métier. Donc, comment est-ce que je suis efficace en utilisant les outils de GenAI, je gagne en productivité, en créativité, sur le marketing, sur les sales, sur la finance, sur les RH, avec donc des formateurs qui sont à la fois des professionnels du métier, donc qui connaissent extrêmement bien le métier et qui sont des experts en utilisation de la GenAI. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises travaillent avec vous, en tout cas de plus en plus de corporate, comme on les appelle. Comme je le disais, on a des responsables de formation qui nous écoutent. Si on veut travailler avec toi ou avec ton outil, comment ça fonctionne? Alors, on te contacte, j'imagine, ou tes équipes, mais c'est quoi le modèle économique derrière tout ça? Le modèle, on a deux manières de collaborer avec nous. Pour soit vous nous achetez des formations qui existent, qui sont un petit peu sur étagère et qu'on a développées, raffinées avec le temps. Soit le plus gros de notre activité, c'est de développer des académies sur mesure pour nos clients. Pour L'Oréal, par exemple, on est en train de déployer auprès de milliers de collaborateurs en France et à l'international des modules de Art of Prompting déclinés par métier. Chez Orange, on anime chaque année leur Learning Week consacré au marketing. Chez Deezer, on a monté un programme pour tous les N-1 COMEX sur du leadership, avec un mélange de formation, de masterclass et de sessions d'ancrage. Ou encore chez Publicis, on déploie aussi un grand programme de prise en main de la GenAI pour les équipes créatives. Donc ça se passera toujours de la même manière. Le premier temps, c'est analyse du besoin, du niveau de maturité, prise en compte de notamment la stack technique quand on parle d'IA de l'entreprise. Et ça, c'est vous qui le faites? Ouais, on a toute une phase d'analyse du point de départ. On s'accorde sur là où on veut aller, quelles sont les attentes, les learning goals, qui est-ce qu'on va former et quels vont être les jalons clés. Et nous, derrière, on va faire le casting en allant chercher les meilleurs intervenants et on va co-construire avec eux le programme de formation qui correspond aux attentes du client. Et derrière, toute la delivery des sessions se fait en live, soit en présentiel, soit online. Ok, et vous travaillez avec des grandes entreprises, mais aussi avec des plus petites, j'imagine. Oui, Et l'IA, c'est pas que pour les grandes entreprises. Voilà, si on est une PME et qu'on veut travailler avec toi, ça marche de la même manière ou c'est un peu plus light? On travaille aussi avec des startups et des PME, effectivement. Et là, on propose aussi des formats inter-entreprises dans ces cas-là pour eux. Donc, la possibilité d'envoyer des collaborateurs s'inscrire à des sessions de manière individuelle pour répondre à des besoins ponctuels. C'est comme ça qu'on accompagne, par exemple, Welcome to the Jungle, Malte, qu'on a commencé à accompagner Doctolib sur ce format-là avant de les accompagner sur des formats plus ambitieux. Et puis après, il y a aussi la possibilité de privatiser des sessions à la journée ou à la demi-journée pour répondre à un besoin ponctuel des équipes sur comment est-ce que je déploie la méthode MEDDIC dans mes équipes pour accélérer en vente, sur comment est-ce que je pose un cadre de management situationnel, je donne un feedback. Et avec à chaque fois, par exemple sur MEDDIC, c'est le VP Sales de partout qui a
totalement structurer son entreprise et recruter les 100 commerciaux auprès de qui il a déployé cette méthodologie. En IA, on va avoir la CTO de Malte qui a passé précédemment 15 ans chez Airbnb dans la Silicon Valley. On va avoir le VP de la data de Blablacar. On va avoir le patron du produit Comment ils trouvent le temps d'OpenAI. Ils ont surtout l'envie de faire ça, de faire autre chose en parallèle de leur activité professionnelle. Et je pense que la proposition de valeur de Pollen fait qu'on maximise leur temps, puisqu'on leur permet de efficacement développer des sessions de formation et de trouver les apprenants qui correspondent le mieux aux compétences qu'eux ont à transmettre. Et aujourd'hui, c'est 500 experts, formateurs, c'est ça ? C'est ça. Et de plus en plus, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans les entreprises, il y a aussi de plus en plus des entreprises qui laissent un peu de temps à leurs collaborateurs pour faire autre chose à côté, pour faire du freelancing, pour faire de la formation, pour faire des projets un peu side, parce que ça leur permet de revenir plus curieux, ça leur permet de découvrir autre chose à côté, ça leur permet de continuer de monter en compétences sur d'autres thématiques, et du coup, ça permet de les retenir, ces bons talents. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, ce qu'on fait Pollen, mais je parlais par exemple à grandes entreprises qui sont en train de mettre ça en place auprès de leurs collaborateurs, de libérer un peu de temps pour se nourrir à l'extérieur, parce qu'ils reviennent plus riches, plus curieux et plus motivés pour rester dans l'entreprise. Et c'est qui votre concurrent ? On a pas mal d'acteurs dans la formation qui vont être concurrents par briques sur ces différentes thématiques. Hein. Ça va de Segos à des acteurs plus ponctuels spécialisés dans la data et l'IA en face desquels on peut se retrouver. Mais généralement, on arrive toujours à trouver des manières d'intégrer Pollen. S'il y a déjà un concurrent qui est très installé, nous, on va venir compléter par des masterclass. Et sur la partie data et IA, c'est quand même un marché qui est encore tout neuf et où souvent, on va être les premiers entrants et les premiers à commencer à former sur ce sujet. Ok, on va maintenant parler de l'étude qui a été lancée, je crois, au moment de Vivatech. Exactement. En partenariat avec Edflex, et merci à toi et Pollen, sur la véritable façon dont on utilise l'IA en entreprise et la façon dont on forme. On a été sondé dans les entreprises pour voir en fait comment on s'est approprié l'IA ou pas. Et on en ressort des insights intéressants qui ont été partagés déjà plusieurs fois, une étude que vous pourrez retrouver en ligne, on vous repartagera le lien en descriptif du podcast. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? Toi, qu'est-ce que tu retires de cette étude qui était pour le coup assez intéressante en termes d'insights ? Oui, tout à fait. Déjà, le fait que pour 89% des entreprises qu'on a interrogées, c'est la priorité numéro 1 dans les 12 mois à venir. C'est vraiment en haut de leur liste quand je pense au développement des compétences de mes collaborateurs, je m'interroge d'abord sur la manière dont je vais pouvoir les former à l'IA. Est-ce que je forme tout le monde ? Est-ce que je forme seulement une partie ? Est-ce que je démarre par les leaders ? Est-ce que je démarre au contraire par les individual contributors qui, du coup, vont mettre en place des nouveaux process et qui vont essaimer en interne ? Comment est-ce que je les forme ? Est-ce que je les forme de manière généraliste ? Est-ce que je les forme liés à leur métier ? Donc, on voit qu'il y a énormément de questions qui se posent, qu'il y a beaucoup d'essais qui sont en train d'être mis en place dans les différentes entreprises. Et donc ça, c'est la préoccupation numéro 1. Deuxième chiffre qui était intéressant, c'est qu'il y a déjà 79% des collaborateurs qui utilisent l'IA en entreprise, de manière visible ou pas, parce que dans certains cas, il va y avoir encore des blocages de la part des entreprises qui n'auront pas choisi les outils. Mais dans ce cas-là, c'est une utilisation de ces comptes privés au service de son entreprise. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une demande très très forte de la part des collaborateurs de l'utiliser dans un cadre professionnel. 1, pour gagner en productivité, en efficacité. 2, en créativité pour challenger, brainstormer, etc. Mais 3, aussi, parce que chacun sent, je pense, que c'est un enjeu pour préserver sa compétitivité sur le marché de l'emploi. De ne pas laisser passer le train de l'IA et de savoir comment s'augmenter grâce à l'IA. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la responsabilité des entreprises de donner à chacun un cadre clair pour expérimenter et monter en compétences progressivement. Et ça répond à un besoin très fort de la part des collaborateurs et je pense que c'est un enjeu de rétention des talents.
Et enfin, le dernier volet qui vient en regard de tout ça, c'est que pourtant, il n'y a que 10% des entreprises qui se sentent prêtes et qui se sentent matures. Parce que c'est une révolution d'une ampleur, je pense, sans précédent, qui va à une vitesse incroyable. C'est le, en un mois, ChatGPT a eu autant d'utilisateurs que Facebook en un an. Donc, c'est vraiment, on est sur des ratios de rapidité qui sont incomparables. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se posent encore beaucoup de questions et qui ne savent pas encore par quel bout prendre ce sujet. Et donc, c'est là où nous, qui avons déjà accompagné, je pense, aujourd'hui, une trentaine d'organisations sur le sujet, on commence à avoir quelques insights à partager sur ce qui marche et ce qui marche moins bien dans le déploiement de l'IA. Et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la transition écologique comme une révolution. Alors, c'en est toujours une, on ne va pas la mettre de côté, bien évidemment. Et on a parlé, après la transition écologique, de l'IA. C'est un peu les deux thèmes qu'on entend, mais quand on regarde les chiffres, la priorité numéro 1, c'est l'IA, et la transition écologique arrive quand même assez loin derrière. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des sujets de transition écologique avec les usages de l'IA. Bien sûr. Comment on analyse ça ? Nous, quand on forme à l'IA, on forme toujours, ça va de pair avec une formation à la sensibilisation sur l'impact de l'IA en termes éthiques, en termes environnementaux. En fait, former à l'IA et faire en sorte que tout le monde sache utiliser l'IA demain, ça ne veut pas dire utiliser l'IA pour tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire utiliser l'IA au lieu de faire une requête Google. Parce qu'en fait, faire une requête sur ChatGPT ou sur Mistral, je crois que c'est Julia qui le disait plus. Quand il était à votre event. Exactement. Et c'est 10 fois plus de consommation électrique. Et ça consomme aussi beaucoup d'eau pour rafraîchir derrière les data centers, etc. Donc en fait, il ne faut pas l'utiliser à tout bout de champ, mais il faut à chaque fois se poser la question, OK, là, est-ce que je mets de l'IA ? Est-ce que je mets de la Gen AI ? Est-ce que je mets juste un bon vieil algo comme ça existait avant ? Ou est-ce que je fais quelque chose d'encore plus simple ? Et ça, c'est un réflexe qu'il faut continuer de développer pour travailler son esprit critique, pour travailler sa propre empreinte environnementale quand on développe des projets technologiques. Et toi qui accompagnes des entreprises, c'est quoi le niveau de maturité aujourd'hui dans les entreprises ? On est à quelle phase ? On est encore à l'acculturation ? On est passé aux usages métiers ? Ça dépend de l'entreprise ? Franchement, ça dépend tellement des entreprises. Tu vas voir dans des startups scale-up type Doctolib, ils ont décidé de prendre ce tournant de l'IA il y a 18 mois et le CEO Stanislas Nocciato a fixé un cap très clair qui est de dire je veux que ça libère 20% du temps de mes collaborateurs parce que l'IA c'est devenu un outil central au service de mes médecins pour leur permettre, pas de mes médecins, des médecins qui les accompagnent pour leur permettre de retrouver du temps pour les patients. Et pour les collaborateurs, ça doit être pareil. Ils doivent retrouver à peu près une journée par semaine pour passer plus de temps avec les clients, pour développer de nouvelles solutions, etc. Et donc là, on en est déjà à la phase. On a d'abord eu une phase d'acculturation, ensuite une phase de prompting appliqué au métier, parce que prompting en général, globalement, ça marche pas. Il faut être au plus près des usages métiers. Donc, il faut faire du prompting pour les marketing, pour les sales, pour la etc. Finance, voilà, en prenant, quand je suis en finance, comment ça va m'aider à faire mon reporting financier, comment ça va m'aider à détecter mes anomalies comptables, comment ça va m'aider à faire telle et telle chose. Et après, c'est la phase de l'agentique. Et donc, c'est un peu la nouvelle frontière qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et donc, tu as des entreprises qui en sont déjà à comment je déploie l'agentique par métier, qui veulent même le déployer à tous les collaborateurs. Et d'autres qui en sont à se demander est-ce qu'ils vont donner à l'ensemble de leurs collaborateurs un outil d'IA pour prompter. Donc franchement, et pareil pour les outils, disparate. Tout le monde utilise un peu de tout, j'ai l'impression. Tout le monde utilise un peu de tout. Après, je pense que là, le fait que Mistral ait lancé aussi le chat, ça fait que beaucoup se posent la question aussi de la souveraineté de leurs données, de la sécurité de leurs données, et du coup vont potentiellement déployer plusieurs outils. En espérant que Mistral se soit racheté par Apple. Voilà. À l'heure où on enregistre ce podcast, c'était une question. C'était une des rumeurs, effectivement, sur Bloomberg. Donc oui, énormément de questions là-dessus. Après, la bonne nouvelle, peut-être pour celles qui n'ont pas démarré, c'est que ça peut aller très vite. En fait, globalement, en quelques mois, cette acculturation et cette formation sur les premiers usages, sur le prompting appliqué au métier, peut se faire extrêmement vite. Nous, chez L'Oréal, on déploie des modules de 1h30 avec des classes virtuelles d'une centaine de personnes. Donc, on peut faire beaucoup de volume en assez peu de temps. Et tu reformes tous les combien ? Parce que c'est le sujet de l'IA, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, c'est déjà obsolète ce que tu as appris en formation.
Alors, une fois qu'on t'a développé, alors clairement, il faut former très régulièrement. D'abord au prompting, après au prompting avancé, après à l'agentique. Et puis après, il faut aussi qu'en interne, il y ait des rituels qui se mettent en place de partage de bonnes pratiques de prompt. Il faut aussi, en fait, ça va créer un réflexe, ça va créer une émulation en interne. Et tu as plein de boîtes où ça marche très bien. Ils font des rendez-vous mensuels par métier où tu vas avoir des AI champions qui sont souvent un peu les évangélisateurs en interne, qui vont animer cette communauté et qui vont dire ok, ce mois-ci, il y a 4 personnes qui vont pitcher comment est-ce que dans leur métier ils ont gagné en productivité, en efficacité grâce à l'IA, et ce qu'ils ont pu mettre en place, et qui vont partager leurs prompts, qui vont partager des best practices. Et du coup, dans l'entreprise, tu vas voir que ton voisin de bureau, en fait, il est beaucoup plus avancé que toi sur le sujet, qu'il a réussi à gagner beaucoup de temps. Tu vas t'appuyer sur lui pour toi-même appréhender ses outils. Et donc, ça crée aussi, ça permet de polliniser et d'essaimer en interne. Et vous voyez aussi dans les entreprises des personnes qui sont contre l'IA, j'imagine. Enfin, vous les voyez peut-être pas directement chez Pollen, mais Si, bien sûr. comment on les transforme, si on peut les transformer? Déjà, je pense qu'au début, il faut écouter pourquoi ils sont contre. Souvent, c'est des peurs, peur d'être remplacé, peur pour son métier. Et donc, je pense rassurer sur le temps que ça te fait gagner et du coup, l'impact que tu vas pouvoir avoir en plus à côté. Pour servir tes clients, pour être au service de tes équipes, écouter tes collaborateurs. Et donc, je pense que c'est insister sur les opportunités nouvelles que ça crée qui permet d'y répondre en grande partie. Parce que le côté technique, en fait, la barrière à l'entrée de cette révolution de l'IA est beaucoup plus faible que la révolution digitale d'il y a 20 ans ou 30 ans. Enfin, c'est vrai. Incommensurable. Merci pour tous ces éléments sur l'IA, mais aussi sur Pollen. Julie, on va maintenant passer au Fast and Curious. Alors, c'est 5 questions pour toi, plus une question bonus que tu as reçue en amont. Je suis très transparent avec nos auditeurs. Si vous nous écoutez pour la première fois, l'objectif du Fast and Curious, c'est que Julie nous partage des connaissances, des outils, des ressources. Et on vous mettra tout ça en descriptif du podcast. Allez, on commence avec la première question. Julie, le futur de la formation en un mot, si tu devais le décrire, tu dirais quoi? Pour moi, il est expérientiel. Expérientiel parce qu'il faut pratiquer, parce qu'il faut vivre une expérience forte, parce qu'il est partagé aussi avec ses pairs. Et c'est ça qui fait que ça a de l'impact et ça vraiment provoque une transformation chez l'apprenant. La formation doit rester un plaisir. Tout à J'ai fait. dit ça sur une conférence et c'est un peu ça. L'expérience de formation fait qu'on a envie d'y retourner. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un tel impératif de se former en permanence qu'il faut donner envie aux collaborateurs de se former. Donc ça, c'est très important, je pense. Et alors justement, deuxième question, transition toute trouvée, un outil de formation que tu nous recommandes? Nous, on utilise beaucoup Dust. On parlait de l'agentique juste avant. Nous, on utilise beaucoup Dust pour bien cadrer une nouvelle formation qu'on a envie de lancer. Identifier tous les objectifs pédagogiques de la formation, identifier toutes les questions qu'il faut se poser sur ce sujet. Ça nous aide beaucoup à cadrer, à scoper la session qu'on a envie de lancer. Et Dust, entreprise française? Dust, pardon, oui, c'est une entreprise française qui développe des agents IA et qui permet d'utiliser plein de LLM différents. On choisit celui qu'on veut, mais qui permet de personnaliser la manière dont on les utilise. Un livre ou un podcast que tu nous recommandes? Alors, dans la sphère professionnelle, moi, je reviens, en ce moment, on est pas mal en train de recruter, donc je reviens régulièrement à un livre d'Antoine Fraisse, qui était derrière Doctolib, Malte, La Fourchette, etc., qui est un investisseur émérite, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La méthode pour recruter les meilleurs, je crois, et qui partage beaucoup de best practices sur comment on crée ses scorecards, les questions à poser, pourquoi c'est hyper important que quand on est manager, ça mobilise genre 30% de notre temps de recruter les meilleurs. Et comment on fait ces calls de référence. Il y a beaucoup de conseils très, très, très pratiques, donc j'aime beaucoup m'y référer. C'est un livre, ouais. Okay. C'est un livre, mais il y a aussi, il a été interviewé plein de fois, donc il y a aussi plein de podcasts que vous pouvez retrouver avec lui. Et après, un livre, là, en ce moment, je lis plus un livre fiction pour m'aérer. Enfin, je sais pas si ça m'aère vraiment, parce que c'est le dernier Goncourt, c'est Ouris de Kamel Daoud. C'est pas forcément très joyeux, mais c'est hyper intéressant sur la guerre civile algérienne, les conséquences que ça a pu avoir. C'est un très beau livre.
Très bien, et ben on partagera tout ça en descriptif du podcast. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin? Mes enfants d'abord, qui souvent me réveillent, mais aussi Oui, pour les faire grandir et les accompagner au quotidien, c'est un truc qui me fascine. Voilà. Non, mais après, pour Pollen, la mission de Pollen, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer Pollen. Moi, j'ai toujours bossé d'abord dans les médias, après j'ai participé à la création de Vivatech, je l'ai dirigée pendant 7 ans, donc j'ai toujours participé à la création, la compréhension du monde qui nous entoure. Et je me suis dit à un moment que l'étape d'après, c'était plus seulement de le comprendre, ce monde-là, mais d'essayer de voir comment on pouvait agir dessus et se former pour pouvoir agir dessus. La formation vient après cette phase d'information. Et donc, je trouve que la mission qu'on a de permettre aux gens d'agir dans le monde de demain et par ailleurs d'apprendre, de progresser, c'est une mission qui est passionnante, que je fais avec une équipe que j'adore. Donc, voilà. je t'ai pas posé la question, vous êtes combien chez Pollen? On est 15 aujourd'hui. Ok, une belle équipe. Le début de l'histoire hein, pour Tout Pollen, à j'imagine. fait. Tout à Un fait. blog, un site ou une newsletter qui t'inspire? Je regarde pas mal les publications de Josh Bersin aux US sur sa vision sur l'évolution des RH, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Il pose souvent des bonnes questions. Qu'on recommande forcément beaucoup. J'imagine que vous le connaissez si vous nous écoutez. Et une dernière question pour toi, Julie. Qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club qu'on n'a pas encore reçu? Que vous n'avez pas encore Ouais, reçu. faut y Ouais, aller. c'est ça. Ça réduit la liste parce que Ouais. vous avez déjà reçu beaucoup de gens. On en avait parlé de Maëlle de Deezer qui pilote toute la partie talent development que j'avais connue à l'époque de Canal Ok. et qui est super parce qu'elle est passée par plein d'entreprises très différentes. Donc Maëlle, Maëlle comment? Pérenne. Maëlle Perrin, ok. Ouais, De 10h. ouais, Et bah, exactement. l'invitation est lancée pour Maëlle. On lui enverra un petit message. On dira que tu nous l'as recommandé pour le Learning Club. On espère qu'elle sera là dans les prochains épisodes. En tout cas, merci Julie. Si on veut te retrouver, on peut te croiser sur tout un tas de salons. En tout cas, nous, on a l'occasion de se croiser. Donc, j'imagine qu'on peut échanger avec toi pour découvrir Pollen, voir à quoi ça ressemble. Et sinon, LinkedIn, comme beaucoup. Exactement. Voilà, donc Ouais, n'hésitez pas à aller voir Pollen. On est ravis de t'avoir reçu pendant une demi-heure. Merci de nous en avoir dit plus. On a aussi parlé de l'Académie IA, qu'on vous conseille d'aller explorer si vous nous écoutez et que vous vous posez ces questions. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Learning Club. Merci Julie. Merci beaucoup Clément, merci.